Ouais, très bien. Bonjour, bienvenue à cette nouvelle conférence UPV qui a pour thème aujourd'hui prévenir un contrôle URSSAF. Alors, toute entreprise a fait ou fera tôt ou tard l'objet d'un contrôle URSSAF. Autrement dit, les sociétés, les entreprises individuelles, les travailleurs indépendants, les professionnels de santé, les associations salariantes du personnel affilié au régime général de la sécurité sociale sont concernés. Alors, quelques chiffres sur l'activité de l'URSSAF. 98 000 contrôles et actions de prévention ont été effectués en 2021. 790 millions d'euros de cotisations redressées au titre de la lutte contre le travail dissimulé. Alors, le contrôle URSSAF peut intervenir à tout moment. Il n'est jamais anodin pour une entreprise et c'est une source de stress pour son dirigeant, tant dans son déroulement que pour les sanctions possibles. Donc, il est préférable de l'anticiper, de le préparer, de connaître ses droits et ses obligations. Alors, aujourd'hui, ce webinaire a pour objectif de vous présenter les missions d'URSSAF, les bonnes pratiques à adopter afin d'aborder le plus sereinement possible un contrôle, le déroulement du contrôle URSSAF lui-même et les risques encourus. Alors, pour aborder tous ces sujets, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Hervé Longeard, avocat au cabinet Delcourt, Marc Isidore, adjoint à la directrice régionale du contrôle URSSAF, et Mohamed Biba, responsable régional contrôle grand compte de l'URSSAF. Donc, je vous remercie pour votre participation. Pour nos participants, vous pouvez poser vos questions en ligne. Les cas particuliers ne seront pas traités, bien entendu, au cours de cette conférence. L'URSSAF se rapprochera de vous pour répondre à vos questions. Je vous souhaite une bonne conférence et je passe la parole à Maître Longeard. Oui, bonjour. Écoutez, je me présente, Maître Hervé Longeard du cabinet Delcourt, cabinet spécialisé en droit du travail et en droit de la sécurité sociale. Et nous avons souhaité participer à ce webinaire puisque parfois, j'ai même envie de dire souvent, nous assurons la défense des clients de notre cabinet. Alors, je ne dirais pas face à un contrôle URSSAF, mais nos clients qui sont confrontés à un contrôle URSSAF pour leur donner les pistes, les moyens, soit de leur permettre que ce contrôle se passe bien, soit leur permettre, in fine, de contester ce contrôle. Voilà. Ok. Bon, merci. Donc, Marc Isidore, je suis l'adjoint à la directrice contrôle et responsable du site de Toulon. Alors, je vais laisser présenter Mohamed et après, je reprends la parole pour vous dire quelques mots sur la présentation qu'on va vous faire ce matin. Bonjour à toutes et à tous, Mohamed Biba. Donc, moi, je suis responsable régional contrôle grand compte. Donc, je suis en charge de la planification et du management des inspecteurs qui contrôlent majoritairement des très grandes entreprises et également des TPE et des PME dans l'approche groupe. Voilà, alors quelques chiffres qu'on va vous présenter sur l'URSSAF, mais très rapidement. Donc les missions, vous les connaissez toutes, financer le modèle social français par la collecte de cotisations. Un petit chiffre que je peux vous donner, vous savez que l'aide sociale dans sa globalité, ce qui veut dire les retraites, le chômage, ça correspond à peu près à 32% du PIB. Donc à peu près de 800 milliards d'euros qui sont versés donc à tous les Français. Et donc, ce qui veut dire que il faut bien financer le régime de protection sociale, la sécurité sociale. Donc, nos missions principales, c'est assurer le financement de la protection sociale, garantir les droits sociaux et l'équité. C'est pour ça qu'il y a du contrôle, puisque on est dans un système déclaratif. Accompagner tous les employeurs et entrepreneurs donc au bénéfice du développement économique et social. Parce qu'on vous parlera aussi, on est là pour vous accompagner et pour vous aider dans vos démarches, la création d'entreprises. Donc ça, c'est un deuxième volet qu'on évoquera rapidement. Ensuite, dans nos missions, vous voyez, nous, on recouvre personnellement près de 600 milliards au niveau national. Vous avez un petit tableau rapide, 40% de ce qu'on recouvre, c'est pour permettre les remboursements des frais de santé. Vous avez la retraite, la famille. Donc, on décline régulièrement à quoi sert le recouvrement que vous payez, vos cotisations. Donc, voilà. Ensuite, je passe. Si je vous présente rapidement l'URSSAF, on a 1225 collaborateurs répartis sur 8 sites, à peu près 650 000 comptes, et on recouvre près de 30 milliards d'euros sur la région PACA.
Et vous voyez le nombre d'actions de contrôle, c'est 10 000 actions de contrôle pour 100 millions d'euros de cotisations récupérées, dont 56 millions sur le travail dissimulé. Alors, on n'a pas voulu aujourd'hui faire un focus sur le travail dissimulé, mais s'il y a des questions, on y répondra rapidement. Vous avez également aussi le nombre de rescrits, puisque vous savez que vous avez des rescrits fiscaux, mais on peut faire aussi du rescrit social. Et vous avez les réponses complètes, c'est à peu près 20 000 réponses, plus nos plateformes téléphoniques, tout ce que vous connaissez et que vous maîtrisez. Voilà, le déroulement d'un contrôle URSSAF. Comment se passe un contrôle URSSAF? Et une question qui nous revient souvent, c'est est-ce que j'ai été dénoncé? Non. On va vous expliquer, Mohamed va vous expliquer comment nos contrôles sont fabriqués, entre guillemets, et il n'y a pas de dénonciation ni de personnes qui sont visées. J'ai droit à un contrôle tous les 3 ans régulièrement. Donc, on vous explique ça. Bon, Mohamed, je te laisse. Très bien, merci Marc. Donc effectivement, donc on va aborder cette conférence, donc webconférence en 4 points. Bon, c'est pas exhaustif puisque évidemment vous pourrez également poser des questions complémentaires si vous le souhaitez, bien entendu. Donc tout d'abord, le premier point, donc le déroulement d'un contrôle URSSAF. Alors par contrôle URSSAF, on entend par là, il y a différents types de contrôle URSSAF en réalité. Vous avez tout d'abord le contrôle que l'on connaît habituellement, c'est-à-dire le contrôle où l'inspecteur se déplace en entreprise, donc le contrôle comptable d'assiette. Donc c'est sur ce contrôle-là qu'on va pouvoir décrire en fait les différentes étapes de la procédure. Et parallèlement, il existe également une population qu'on appelle des contrôleurs, donc qui contrôlent sur pièce, c'est-à-dire dans les locaux de l'URSSAF, une entreprise qui lui met à disposition un ensemble de documents et sur une période de contrôle qui est d'1 an. Et les documents sont reçus par le contrôleur et ensuite analysés. Voilà. Donc je vais d'abord, je ne vais pas rentrer dans le détail du contrôle sur pièce, puisque naturellement, hormis effectivement la cible, c'est-à-dire les entreprises de moins de 9 salariés, moins de 10 salariés, et la période de contrôle qui est que d'1 an, autrement, pour le reste de la procédure contrôle, on est sur les mêmes engagements et les mêmes textes de référence. Et puis, il y a également un troisième volet qui est la LCT, donc la lutte contre le travail illégal ou le travail dissimulé, qui lui, effectivement, fait l'objet d'une organisation particulière avec une brigade d'inspecteurs chargés de la lutte contre le travail dissimulé, soit sur, je dirais, sur des plans ciblés ou encore sur des détections, je dirais, dans le cadre des activités économiques que peuvent avoir des entreprises. Alors tout d'abord, alors là, on est sur un schéma en fait qui représente, on va dire techniquement, la procédure de contrôle et ensuite je vais rentrer dans chacun des points pour vous expliquer, comment ça se passe. Alors tout d'abord en amont, effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on est ciblé, pourquoi on a un contrôle URSSAF? Alors, jusqu'à récemment, c'est vrai que les contrôles URSSAF étaient programmés majoritairement par les URSSAF elles-mêmes, puisqu'il y a de nombreuses URSSAF en France et vous avez, alors auparavant on appelait ça la COS, maintenant ça s'appelle l'URSSAF Caisse nationale, qui, on va dire, programme un ensemble de plans de contrôle sur la base en fait de logiciels experts qui viennent matcher en fait différents critères de risque. Voilà. Alors on a tout d'abord effectivement des plans de contrôle. Quand on parle de plans de contrôle, c'est-à-dire ce sont des sirens qui vont être engagés, qui vont être contrôlés, donc sur la base de risques liés soit à des aspects déclaratifs, de retard, de taxation d'office, etc. Et puis d'autre part, on a également des plans dits aléatoires qui permettent de cibler de façon aléatoire, comme l'indique son nom, des entreprises dans le périmètre PACA. Un contrôle comptable d'assiette, c'est un contrôle normal en réalité dans la vie d'une entreprise. Donc, ce n'est pas nécessairement en fait un risque d'éludation des cotisations sociales. Et évidemment, nos inspecteurs qui réalisent ces contrôles sont formés, aguerris donc à l'exercice. Et la majorité des contrôles URSSAF, je dirais, se passent très très bien. C'est-à-dire, effectivement, d'abord, le cotisant reçoit ce qu'on appelle un avis de contrôle. Donc l'avis de contrôle, c'est effectivement l'inspecteur qui l'envoie donc à l'entreprise
Cet avis de contrôle va contenir donc un ensemble d'éléments. Tout d'abord, la date à laquelle l'inspecteur va se présenter dans les locaux de l'entreprise. Alors parfois, effectivement, l'entreprise ne pouvant accueillir l'inspecteur, on peut prendre les cas par exemple d'une boucherie ou d'une boulangerie, peut recourir à un tiers, par exemple le cabinet d'experts comptables, hein, donc il peut mandater effectivement un tiers pour le représenter. Donc l'avis de contrôle, c'est le point, je dirais, de démarrage dans lequel on va retrouver la date, l'heure de présentation dans les locaux de l'entreprise, le cas échéant. Ensuite, il va y avoir la liste des documents qu'il faudra préparer, donc la liste des documents qu'attend l'inspecteur pour pouvoir engager ses vérifications le jour J. Voilà. Alors, effectivement, une préconisation que l'on peut donner aux cotisants, donc aux entreprises, c'est que parfois les avis de contrôle contiennent une liste de documents et pour certains d'entre eux, notamment, il peut y avoir des questionnements et à ce moment-là, effectivement, on invite les cotisants à appeler directement l'inspecteur qui mentionne son nom, son numéro de téléphone pour préciser éventuellement sa demande. Alors justement à ce propos, Monsieur Biba, j'ai pas mal de questions de clients du cabinet qui me demandent notamment, une fois qu'ils ont reçu l'avis de contrôle, est-ce qu'ils peuvent décaler le début des opérations de contrôle? Est-ce qu'ils peuvent faire la demande à l'inspecteur? Oui, absolument. Effectivement, c'est vrai qu'on ne consulte pas nécessairement le cotisant pour fixer la date de contrôle. Alors, ça peut se faire éventuellement pour les grands comptes, c'est-à-dire les grandes entreprises ou les très grandes entreprises, où effectivement l'organisation est particulière et parfois on prend des contacts en amont pour faire des pré-visites, on va dire, de contrôle. Mais sinon, effectivement, si le cotisant, l'entreprise, n'est pas en capacité de recevoir l'inspecteur le jour J, comme prévu, donc, il peut écrire effectivement par mail à l'inspecteur qui lui répondra dans la majorité des cas favorablement, dès lors qu'il y a un délai, on va dire, raisonnable, hein, c'est-à-dire s'il le contacte 5 jours avant ou la veille, c'est un peu plus compliqué, mais en revanche, effectivement, dès lors qu'il reçoit l'avis de contrôle et bien avant l'avis, en règle générale, c'est 1 mois, on l'envoie 1 mois et demi avant l'avis de contrôle, hein. Donc, effectivement, le cotisant a la possibilité de solliciter l'inspecteur pour modifier la date de démarrage. Dans ce cas, nécessairement, on doit conserver une trace de la part du cotisant de sa demande. Donc, c'est un écrit en règle générale, un mail. En revanche, lorsque c'est l'inspecteur qui décide de modifier la date de démarrage du contrôle à son initiative, bien entendu, à ce moment-là, il se met d'accord avec le cotisant pour modifier la date d'un accord commun. Ou à défaut, il renvoie un avis de contrôle qui annule et remplace l'avis de contrôle initial. Alors, vous l'avez dit, il y a un point qui est assez important et c'est un point que nous rappelons aux clients du cabinet, c'est de ne pas hésiter à prendre attache avec l'inspecteur qui va être en charge du contrôle et qui leur a adressé l'avis de contrôle. Parce que nous, bien souvent, on se retrouve avec des clients qui ont l'impression qu'ils ne peuvent pas communiquer avec l'inspecteur. Or, nous, on est les premiers à préconiser, parce qu'on travaille maintenant depuis quelques années sur des contrôles URSSAF, on est les premiers à leur dire non, communiquez, n'hésitez pas, vous avez un numéro de téléphone, vous avez une adresse mail qui sont indiquées sur cet avis de contrôle, vous pouvez décaler, vous pouvez, alors nous comme on préconise, c'est quand même, et c'est aussi le sens de la jurisprudence, c'est de faire état de motifs légitimes pour demander à déplacer un contrôle. Comme on précise aussi aux clients de notre cabinet de ne pas demander à ce qu'il y ait un report sur une année ou 6 mois, parce que la première question, en fait, qui est de savoir pourquoi je fais l'objet d'un contrôle, moi, j'ai envie d'y répondre un peu par le côté juridique, parce qu'il y a une prescription. Voilà, vous faites l'objet d'un contrôle, à peu près, on va dire, 1 tous les 3 ans, parce que ce soit les cotisations ou les contributions sociales ont une prescription de 3 ans. Mais si vous avez, et si votre demande est légitime, et si vous demandez un délai raisonnable, alors je ne sais pas, Monsieur Biba, quel est pour vous un délai raisonnable de report. Moi, je pense personnellement que c'est 15 jours, 3 semaines, voire même 1 mois, si vraiment le cotisant fait l'objet d'un motif légitime. Mais ce que nous préconisons aussi, c'est de ne pas hésiter à prendre attache avec les services de l'URSSAF. Absolument. Absolument. Prenez attache, effectivement, comme vous l'indiquez, maître.
Les inspecteurs ont des téléphones professionnels qui sont indiqués sur l'avis de contrôle. Ils ont leur adresse mail qui est consultée tous les jours. Donc, et effectivement, le délai raisonnable, je vous rejoins, c'est 15 jours, 3 semaines, effectivement, avec un motif, on va dire légitime. Ça peut être des problématiques d'organisation, des problématiques voilà, à expliciter effectivement dans le mail ou par téléphone, ce qui permettra effectivement d'engager le contrôle sur une date commune pour que toutes les parties, on va dire, soient dans des conditions plutôt favorables pour le contrôle. Ouais. Une autre question aussi que me posent souvent les clients, c'est que sur l'avis de contrôle, il y a une liste incroyable de documents à fournir. Et bien souvent, ils me demandent est-ce que je dois fournir tous ces documents et notamment est-ce que je dois les fournir en papier? Alors, pour répondre à cette question, effectivement, c'est une liste qui est relativement exhaustive. Alors, elle est très exhaustive, enfin, elle ne peut jamais être exhaustive, mais elle est très, très importante. Elle s'adresse aux entreprises du secteur privé, aux associations. Donc, effectivement, elle balaye en fait une grande partie des documents nécessaires au contrôle. Pour autant, effectivement, très souvent, quand on arrive en contrôle dans l'entreprise, tous les documents ne sont pas forcément préparés. C'est-à-dire, on ne va pas pointer de façon exhaustive tous les documents. En revanche, il y a des incontournables, c'est-à-dire tout ce qui est déclaration, notamment sociale. Alors, on peut les retrouver effectivement sous forme dématérialisée également. Alors, je vais d'abord faire un point sur effectivement le format des documents. Alors, on peut travailler sur du papier, on peut travailler en dématérialisé. Donc, les entreprises nous mettent à disposition une clé USB ou un disque dur externe, ou même, je dirais, un PC qui nous permet d'accéder aux éléments de contrôle. Donc, c'est tous les documents en fait liés, je dirais, au social. Donc, les bulletins de salaire, tout ce qui est lié également à la comptabilité. Ça peut être le grand livre général, les bilans, comptes de résultats. Donc, tout ce qui va concerner notamment le juridique également, le CABIS, les PV d'AG, etc. Donc, c'est vraiment les trois points essentiels. C'est effectivement le social, bulletin de salaire, état de paye, qui nous permettent effectivement de faire nos rapprochements par rapport à la comptabilité et par rapport aux déclarations sociales. Et ensuite, on rentre plus dans le détail, effectivement, quand on indique les frais professionnels. Il ne s'agit pas de sortir, on va dire, tous les cartons de vos archives depuis les 3 dernières années. Mais voilà, il faut que vous l'ayez en tête qu'à un moment donné, l'inspecteur va vous solliciter sur la consultation de documents particuliers. Ça peut être une sélection, par exemple, de frais professionnels, frais de déplacement, des repas, etc. Autre question qui nous est souvent posée au cabinet, est-ce que la présence du représentant légal est obligatoire pendant toutes les opérations de contrôle? Alors, la réponse est non. Cependant, idéalement, bien entendu, après selon la disponibilité des uns et des autres, il est souhaitable que pour le premier jour, le cotisant, donc le dirigeant de l'entreprise, soit présent, mais il n'y a pas d'obligation. Il peut effectivement être présent, mais il peut également mandater un tiers ou le cabinet comptable pour se faire représenter. Mais c'est vrai c'est un moment où le dirigeant présente également son entreprise. C'est-à-dire qu'on ne vient pas avec, je dirais, uniquement en visée, je dirais, le contrôle. L'inspecteur veut comprendre comment fonctionne l'entreprise. Et donc, c'est vrai que le dirigeant est le plus à même de présenter, je dirais, l'organisation de son entreprise, comment il travaille, quelles sont les difficultés qu'il rencontre le cas échéant. Parfois, on visite les entreprises également pour voir quelle est la réalité du terrain, quelles sont les contraintes, quelles sont les problématiques que l'on peut rencontrer. C'est quelque chose qui, pour nous, est important. En revanche, il n'y a pas d'obligation, maître, que je dirais, le dirigeant de l'entreprise soit présent, mais c'est toujours appréciable. Nous sommes encore une fois en adéquation. C'est ce que nous recommandons, nous, à nos clients, c'est d'être présent à la fois au début des opérations de contrôle et à la fin. À la fin, pour pouvoir discuter avec l'inspecteur, sachant que dans l'intervalle, généralement, nous, ce que nous préconisons, c'est que le dirigeant désigne un tiers qui va être présent. Alors, ça peut être l'expert comptable, le responsable paye, et qui va un peu être l'interlocuteur de l'inspecteur pendant les opérations de contrôle. Mais on est exactement sur la même longueur d'onde. Sachant que sur les documents demandés, simplement, je rappellerai que le
patron qui refuse de donner les documents à un inspecteur s'expose à une taxation, donc à un contrôle qui va être fait sur des bases qui seront définies par l'inspecteur et lui seul, et que je crois aussi que ça peut donner l'objet à une procédure pour obstacle à contrôle. Donc, on vous demande des documents, vous avez la liste, vous avez le temps de la préparer. Comme on disait précédemment, vous avez aussi la possibilité de demander un petit report du début des opérations de contrôle. À tout le moins, vous demandez documents, fournissez-les. Fournissez-les, et j'ai envie de dire que c'est le début d'un bon contrôle, puisque là, je vais revenir sur une autre question qui va vous sembler un peu folle, mais souvent, on nous demande au cabinet comment est-ce que je dois recevoir un inspecteur. Alors, pour la première partie de la question concernant les documents, oui, il faut les mettre à disposition. Je vais vous raconter une anecdote. C'est une entreprise, une très grande entreprise en fait, en PACA, on ne la citera pas bien entendu, qui fait l'objet d'un contrôle. Et souvent, dans ce type d'entreprise, il y a un coordonnateur qui va venir centraliser effectivement les demandes et puis les répercuter auprès de ces services, et puis va les collecter pour fournir les documents effectivement aux inspecteurs aux fins du contrôle. Bon. Alors, je ne sais pour quelle raison, effectivement, à un moment donné, il y a eu des difficultés, enfin, le coordonnateur en question a eu des difficultés à transmettre les documents pour incompatibilité d'humeur, par exemple, c'est le cas concret. Et malheureusement, effectivement, le contrôle s'est finalisé par des fixations forfaitaires de l'assiette, notamment concernant la réduction générale, donc qui est quand même aussi un point essentiel dans les cotisations, puisque c'est des cotisations qui sont déduites de vos cotisations habituelles et qui représentent d'énormes montants, puisqu'il s'agissait effectivement d'une très grande entreprise. Le contrôle s'est finalisé et ensuite, effectivement, vient le temps du contentieux. Et le temps du contentieux, c'est effectivement un moment où il est compliqué de refaire le contrôle après le contrôle. Et concernant effectivement la réduction générale, les frais professionnels, il est toujours plus simple de constater sur la base d'un échantillon ou d'une sélection de frais professionnels les éléments que l'on peut observer et déterminer si effectivement il y a un risque majeur ou pas en matière de frais professionnels. À défaut, s'il n'y a pas de risque et qu'on fait un sondage qui identifie un taux d'anomalie très faible, on considère qu'il n'y a pas de matière à creuser ce point. En revanche, dès lors que les documents ne sont pas fournis, que les montants totaux des frais professionnels sont repris et qu'ensuite l'entreprise doit finalement faire un travail considérable, puisque au moment du contentieux, elle va devoir communiquer un nombre impressionnant de documents, plus que ce qu'elle aurait communiqué en temps normal et pendant le contrôle. Donc je pense que le contrôle, c'est un moment de mise à disposition des documents, un moment d'échange également avec l'inspecteur. Il peut y avoir parfois des malentendus, des incompréhensions, et c'est justement le moment du contrôle, c'est là où il faut échanger, je dirais, de façon très régulière avec l'inspecteur pour comprendre, pour expliquer et également des situations de fait, des circonstances de déplacement, etc. Il est moins évident de discuter du sujet lorsque la volumétrie des pièces est importante, en contentieux et sur la base d'éléments écrits. Voilà. Donc je vous invite effectivement à communiquer les documents. Il est toujours désagréable, même pour l'inspecteur, de procéder à des fixations forfaitaires de l'assiette, parce que on le sait parfaitement que quand on fixe forfaitairement une assiette, le montant qui est redressé est bien supérieur à ce qu'il est réellement. Et donc, ça pénalise fortement l'entreprise et ça l'engage sur des contentieux qui ont des issues parfois incertaines. Alors, la deuxième question, c'est, voilà, et notamment, j'ai envie de dire, ça s'adresse à un inspecteur, Monsieur Villa, c'est quelles sont les conditions normales de réception d'un inspecteur? Il n'y a pas d'obligation, je dirais, formalisée dans les textes, comme tout à chacun, on reçoit de façon, je dirais, normale un inspecteur. On lui met effectivement à disposition un espace de travail, ça peut être un bureau, une pièce dédiée selon les capacités de l'entreprise. En règle générale, l'inspecteur s'adapte parfaitement, je dirais, aux configurations matérielles des locaux, de l'entreprise. Et ma foi, il a besoin simplement, je dirais, d'un bureau pour s'installer. Autrement, il est équipé parfaitement au niveau informatique, au niveau de sa connexion. Voilà. Voilà, donc, alors,
un bureau normal, parce que j'ai vu, avant, quand j'avais eu mon autre vie à l'URSSAF, j'avais vu des inspecteurs qui effectivement étaient très, très mal reçus. Il n'y a plus aujourd'hui cette obligation, entre guillemets, de mettre à disposition une ligne Internet, puisque comme vous venez de le dire, effectivement, les inspecteurs ont maintenant une connexion avec leur ordinateur portable et ou leur téléphone portable. On peut aussi, je crois, leur proposer des cafés quand ils arrivent au sein de l'entreprise. Ça fait toujours plaisir. Parce que ça, on l'a vu nous aussi dans des contrôles, les inspecteurs qui sont relégués dans un bureau, la vie de l'entreprise a lieu et les inspecteurs ne sont absolument pas considérés. Donc au niveau des conditions, j'ai envie de dire simplement, faites preuve de bienséance. L'inspecteur n'est pas un ennemi, c'est quelqu'un qui vient faire un audit de la société. Donc recevez-le d'autant mieux que vous allez pouvoir mettre en œuvre un dialogue avec lui et que le contrôle peut très très bien se passer. Une autre question, Monsieur Biba, qui là, je pense en plus, c'est une question qui a beaucoup évolué dans le temps. Elle nous est posée de plus en plus par des clients du cabinet parce qu'ils ont entendu, mais il y a un peu le problème de Google qui répond à toutes les questions, mais qui ne répond pas souvent justement. Quelle est la durée normale d'un contrôle ? Alors, la durée normale d'un contrôle, après, tout dépend effectivement de la taille de l'entreprise. Mais en règle générale, entre le moment où le contrôle débute et le moment où le cotisant reçoit sa lettre d'observation, sur des entreprises effectivement de type TPE par exemple, il est de 3 mois. Voilà. Ce délai de 3 mois peut être... alors, pourquoi le délai de 3 mois? C'est parce que tout simplement, hein, les opérateurs économiques ont pu saisir les pouvoirs publics, notamment par rapport à des durées parfois excessives de contrôle. Alors, tout contrôle confondu, c'est-à-dire le contrôle de l'URSSAF, parfois ils ont des contrôles fiscaux, parfois ils ont des contrôles je dirais, anciennement de l'inspection du travail, et tout ça cumulé dans la vie d'une entreprise, ça fait beaucoup, hein. Donc, par conséquent, effectivement, je dirais la durée classique est de 3 mois, qui peut être prorogé, donc rallongé de 3 mois supplémentaires à la demande ou de l'entreprise, qui est rarement le cas, ou à la demande de l'inspecteur. C'est-à-dire que normalement, une entreprise, voilà, en 3 mois de temps, entre le moment où le contrôle démarre et le moment où la lettre d'observation est réceptionnée par le cotisant, on devrait normalement pouvoir faire le contrôle. Parfois, l'inspecteur a des difficultés à obtenir des explications, à obtenir des documents complémentaires et donc proroge le délai de 3 mois supplémentaires pour pouvoir réaliser ces opérations de vérification. Et il y a aussi effectivement le délai de prescription que vous indiquiez, maître, hein. Effectivement, quand on arrive, je dirais, sur des contrôles qui sont engagés, admettons, en septembre de cette année, en règle générale, l'inspecteur va programmer des contrôles qui seront déposés, où la lettre d'observation sera envoyée, on va dire, avant la fin de l'année. Avant le 31 décembre, généralement. Absolument. C'est ce qui fait généralement que les inspecteurs envoient beaucoup de lettres d'observation et nous font beaucoup travailler pendant la période de Noël. Et sur ce point-là, je ne les remercie pas. Je ne les remercie pas. Non, mais sur le point de la durée du contrôle, je pense qu'il faut aussi, et vous l'avez été, être clair, j'ai envie de dire à destination des responsables d'entreprise, ne jouez pas. Ne jouez pas avec les inspecteurs qui sont encadrés par des textes. Donc, on va dire qu'en règle générale, moins de 10, et ça a été étendu aux moins de 20, aux entreprises de moins de 20 salariés. Un contrôle dure 3 mois avec possibilité de l'étendre à 6 mois. Mais ne rêvez pas, si vous mettez par devers vous des documents, si vous ne les fournissez pas à l'inspecteur, si vous jouez, l'inspecteur est tout à fait à même de dire qu'il s'exonère des délais qui lui ont été prescrits. Donc, s'il y a du travail dissimulé, on va être clair, il n'y a plus de délai. S'il y a une comptabilité insuffisante, il n'y a plus de délai. Si vous jouez avec l'inspecteur et qu'il y a, dans une certaine mesure, un obstacle à contrôle, il n'y a plus de délai. Et ne venez pas après dire « mais je ne comprends pas, moi j'avais reçu un courrier où il y avait un délai ».
Alors, le délai est en fait, il n'y a pas de courrier puisque c'est indiqué dans la charte du cotisant contrôlé. Mais moi, on a souvent vu au cabinet des clients qui venaient en disant je ne comprends pas, je fais l'objet d'un contrôle et l'inspecteur qui m'avait dit qu'il y avait un délai me dit qu'il n'y a plus de délai. Bah, oui, mais vous ne lui fournissez pas les documents. Et il le marque, puisque d'ailleurs, je crois que quand l'inspecteur revient sur cette problématique de délai, il s'exonère du délai, il est obligé de le motiver. Absolument, absolument. Effectivement, il y a des cas effectivement où le délai, comme vous l'indiquez, maître, ne s'applique plus, hein, de comptabilité insuffisante ou non fourniture de la comptabilité, travail dissimulé le cas échéant, voilà. Ça, c'est des situations, on va dire, extrêmes. Et c'est vrai que parfois des contrôles peuvent durer un peu longtemps, en amplitude. Pas forcément, on n'est pas 3 mois d'affilée, chez vous en réalité. Les premiers jours ou le premier jour ou les 2 premiers jours du moins, c'est là où se fait réellement le contrôle et ensuite l'inspecteur peut, lister, des documents à fournir, par voie dématérialisée, par mail par exemple, pour finaliser le contrôle. Donc plus vous êtes réactif effectivement à fournir les documents, plus l'inspecteur, rapidement rédigera sa lettre d'observation et pourra vous communiquer les conclusions dans un premier temps et puis vous enverra la lettre d'observation dans un deuxième temps. Et comme vous l'indiquez, maître, c'est important, j'allais dire, de jouer le jeu, c'est-à-dire, c'est un exercice bon, qui n'est pas simple, hein, parce que c'est une parenthèse hein, dans la vie d'une entreprise. L'entreprise a une activité commerciale, économique, de développement. C'est consommateur de temps, mais il est important de pouvoir communiquer ces éléments dans les meilleures conditions et dès le démarrage, quoi. Et puis d'ailleurs, à cet effet, parce que c'est un chiffre qu'a donné Monsieur Isidore, qui, je trouve, est un peu effrayant et traduit un peu la problématique du contrôle URSSAF. Alors, c'était en toute présentation du début de ce webinaire. C'est notamment au niveau national 1726 demandes de rescrit et 203 en PACA. Je trouve ça très, très, très faible. Sachant que nous, pour notre part, au niveau des clients de notre cabinet, nous n'avons de cesse, alors que ce soit quand on est avec les cabinets comptables ou quand on est avec nos entreprises clientes, de leur demander, dès qu'elles ont une problématique avec l'URSSAF, une problématique en droit, de faire un rescrit. Or, je vois que les chiffres, notamment pour l'année dernière, donc 203 en PACA, je trouve que c'est très, très faible. Oui, effectivement, le rescrit, hein, comme le rescrit fiscal côté fiscal, le rescrit social, effectivement, hein, qui est fait à l'initiative du cotisant. Donc, on est, je dirais, sur des données entrantes. Ce chiffre reflète également peut-être une crainte hein, de solliciter, je dirais, les URSSAF pour se positionner sur des situations de fait, sur des questionnements législatifs ou réglementaires. Parallèlement, on développe en PACA depuis peu le diagnostic conseil, l'audit paye également, hein, qui permet effectivement de proposer une offre de services complémentaire aux cotisants. On vous invite bien sûr à introduire des demandes alors il y a les questions complexes qui sont d'un niveau moindre, qui peuvent également répondre au questionnement, mais il y a le rescrit social je dirais, la vertu de pouvoir poser une situation, un cas pratique hein, dans votre entreprise, de solliciter les services de l'URSSAF pour répondre sur le volet de l'assiette sociale, c'est-à-dire savoir comment on déclare, ce qu'il faut déclarer. Vous pouvez rentrer dans un détail très pertinent en produisant le cas échéant même, je dirais, des documents complémentaires, des bulletins de salaire, etc. Lorsque l'URSSAF va effectivement se positionner dans sa réponse, c'est une réponse qui est engageante. C'est-à-dire qu'en cas de contrôle, effectivement, la position de l'URSSAF est liée au rescrit également sur le sujet qui est sollicité. Alors, il y a une autre réponse aussi, c'est la professionnalisation des cabinets comptables qui ont, eux, des circuits particuliers pour poser des questions. Donc, on a un service dédié aux experts comptables, on a des conventions signées avec l'ordre et ces questions transitent également par ces plateformes. Donc, il est possible qu'il y ait moins de rescrits, mais comme je le disais précédemment, plus de professionnalisation
de la part des cabinets comptables qui peuvent répondre à toutes ces questions. Et est-ce que les réponses donc, qui passent par ce biais, donc qui n'est pas le rescrit social, engagent également l'URSSAF quand elle répond? Oui, alors on n'est pas dans la même procédure que le rescrit, mais bien sûr qu'on s'engage à chaque fois que l'on établit une réponse auprès d'un expert comptable, on s'engage bien sûr sur la réponse. Alors, je voulais compléter également ce propos. On s'engage dans la limite de la situation rencontrée, c'est-à-dire il faut que la situation décrite par l'entreprise corresponde parfaitement à la réalité. Autrement dit, si l'inspecteur constate que la situation qui avait été décrite par l'entreprise est différente de celle qu'il voit en entreprise dans le cadre d'un contrôle, là on n'est plus dans je dirais, une situation de fait identique. Voilà. C'est ce qui arrive souvent. Alors, j'ai une autre question, alors qui intervient vraiment à l'issue un peu, j'ai envie de dire, des opérations de contrôle. C'est celle du client de notre cabinet qui vient et qui me dit qu'il n'est pas d'accord avec les observations de l'inspecteur et comment est-ce qu'il peut contester ces opérations. Alors effectivement, lorsque le cotisant reçoit la lettre d'observation, donc il y a le détail effectivement des motifs de régularisation, les constats qu'il a réalisés, les textes applicables en la matière, le détail chiffré, les modalités de calcul, voire des annexes qui permettent de retrouver effectivement les détails des calculs. Et donc la lettre d'observation, donc à réception de la lettre d'observation, le cotisant a 30 jours pour formuler ses observations. Alors il peut ne pas répondre s'il est tout à fait d'accord. Il peut effectivement formuler des observations ou contester des motifs un ou plusieurs motifs de redressement ou la totalité des motifs de redressement de façon argumentée, de façon justifiée, en produisant des éléments complémentaires le cas échéant qu'il n'a peut-être pas pu produire au moment du contrôle. Ce délai de 30 jours, il peut être prorogé si d'aventure, je ne sais pas moi, si le cotisant reçoit par exemple la lettre d'observation fin juillet, début août, évidemment, la période de congé ne se prête pas en fait à traiter, on va dire, la réponse dans un délai raisonnable. Ils peuvent demander la prorogation du délai de 30 jours à 60 jours. Et ça peut être demandé même pendant le contrôle, c'est-à-dire qu'avant même l'envoi de la lettre d'observation, le cotisant peut demander à l'inspecteur voilà, qu'il souhaite demander une prorogation dans la mesure où il ne pourra pas répondre pendant la période estivale. Et il peut répondre, alors en principe, il doit répondre, je dirais, par courrier, recommandé ou par mail, mais tout moyen permettant de donner une date certaine, on va dire, à sa réponse. Il faut qu'il s'assure que l'inspecteur a bien reçu, je dirais, les éléments ou en recommandé ou par mail, avec un accusé de réception le cas échéant, etc. Ce qu'il est important de noter, c'est que alors, juridiquement, en droit, le droit appelle cette période une période contradictoire. L'inspecteur vous a envoyé sa lettre d'observation et s'ouvre, comme le disait Monsieur Biba, une période contradictoire où le dirigeant d'entreprise a tout loisir de répondre aux observations. On peut également, je crois, vous me confirmerez ou pas, Monsieur Biba, on peut également fournir des documents pendant cette période contradictoire, des documents qu'on n'avait pas fournis pendant le contrôle de l'inspecteur. Encore une fois, c'est un dialogue permanent entre le dirigeant d'entreprise et l'inspecteur URSSAF. Absolument. C'est un moment qui est important parce que c'est une occasion également pour l'entreprise de pouvoir expliciter des points qui auraient été mal appréhendés durant le contrôle ou encore fournir des pièces comptables qui n'ont pas pu être fournies. On l'observe sur certains contrôles où parfois on introduit une sélection de pièces comptables à fournir. Ça peut être des factures de sous-traitants, de fournisseurs, ça peut être des factures d'achat, etc., qui ne sont pas fournies pendant le contrôle. Donc l'inspecteur, lui, il se dit, bon, on ne me fournit pas les documents, alors que la comptabilité est engageante. Chaque écriture comptable doit correspondre à une pièce comptable nécessairement. Et dès lors que la pièce comptable n'est pas fournie,
et c'est de l'argent finalement qui est sorti de l'entreprise. On ne sait pas où il est, s'il a vraiment réglé si la somme a réglé une facture ou si c'est une somme qui est partie, je dirais, qui a échappé à l'assiette des cotisations. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est la période contradictoire est un moment important. Il faut prendre le temps de formuler effectivement sa contestation, apporter des éléments complémentaires. C'est des éléments d'éclairage qui permettent à l'inspecteur d'appréhender la situation ou de maintenir le redressement s'il estime que finalement les arguments qui sont avancés ne sont pas concluants, ou encore de réviser le chiffrage à la baisse, voire annuler carrément un motif de redressement dès lors qu'on lui communique les éléments qui lui permettent de totalement annuler le redressement. Typiquement, l'absence de fourniture de documents. Voilà, dès lors qu'on fournit tous les documents, ma foi, le redressement est annulé. Mais encore, j'y reviens parce que vous l'avez envisagé. On est dans cette période contradictoire avec 30 jours pour répondre. Et là encore, toujours, c'est un peu un leitmotiv, nous, au cabinet, à l'égard de nos clients. N'hésitez pas à solliciter l'inspecteur. On l'a vu encore, nous, dans notre cabinet, il n'y a pas longtemps, pour un contrôle qui avait lieu en Île-de-France, à demander à ce que votre délai de réponse soit prorogé. Il n'y a aucun problème. On est passé de 30 jours à 60 jours, parce que comme vous le disiez, M. Biba, on était sur une lettre d'observation qui était arrivée au mois de juillet. Le client cotisant ne pouvait pas répondre, on a demandé à ce que le délai soit prorogé. On a reçu la réponse par mail, je crois, au bout d'une heure, où on nous disait oui, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. On est vraiment dans une période contradictoire et il y a toujours un dialogue possible avec l'inspecteur. Voilà, absolument. Donc là, on était situé effectivement sur la période contradictoire. Si on remonte un petit peu en amont, il est arrivé par le passé que le contrôle se réalise, que l'inspecteur parte parfois sans avoir donné ses conclusions aux cotisants. Donc ça, c'est une période qui est révolue, hein. C'était, je dirais, une pratique qui était peu courante, mais qui existait malgré tout. Quand le contrôle se termine dans l'entreprise, en règle générale, comme vous l'indiquiez, maître, tout à l'heure, le dirigeant de l'entreprise est souvent présent ou se fait représenter, et l'inspecteur délivre, je dirais, les conclusions de sa mission de vérification, les motifs de redressement motivés, les montants de régularisation. Donc sur le principe, le cotisant, une fois que le contrôle physique, entre guillemets, est terminé, il a une idée générale des motifs et des montants que l'inspecteur envisage de régulariser. Voilà, je souhaitais apporter cette précision. Voilà, et si on peut faire une boucle, on va dire que cette réunion qui a lieu donc avant l'envoi de la lettre d'observation aura d'autant plus vocation à avoir lieu que, 1, l'inspecteur aura été bien reçu, que 2, il aura rencontré une coopération de la part du dirigeant de l'entreprise, et que 3, on lui aura permis de faire sa mission de contrôle pendant le temps dédié. Absolument. Voilà, parce que je pense que je vais, en rentrant du cabinet, avoir beaucoup de questions, parce que je vais avoir des clients qui vont me dire « Ouais, mais moi, je n'ai jamais eu de ces réunions de contrôle. » Oui, est-ce que vous avez bien reçu? Est-ce que vous avez été coopératif? Est-ce que vous avez joué le jeu du contrôle? Non. Si vous ne jouez pas le jeu, l'inspecteur n'a pas vocation ou n'a peut-être pas d'intérêt à se dire « Tiens, je vais faire une réunion de contrôle qui est encore… » un moment privilégié d'échange avec le responsable de l'entreprise. Voilà. Et un autre complément, effectivement, relatif à la période contradictoire. Donc, en règle générale, c'est vrai que la période contradictoire réglementaire, c'est celle qui s'opère après la réception de la lettre d'observation. Donc, comme vous l'indiquez, mettre 30 jours plus 30 jours le cas échéant, ce qui fait un total de 60 jours à la demande du cotisant. Et je dirais même plus, la période contradictoire, je dirais le contradictoire se fait même pendant le contrôle, en réalité. C'est-à-dire que l'inspecteur peut émettre des observations oralement auprès du cotisant, et le cotisant a intérêt tout de suite à répondre, à apporter les éléments de précision pour éviter que l'analyse de l'inspecteur soit biaisée par des malentendus ou je dirais une non-complétude des documents à fournir. Voilà. Donc c'est un moment d'échange, hein. Le contradictoire, il se fait tout au long. Alors
pour l'anecdote, effectivement, on a des contrôles alors des contrôles sur de très grandes entreprises. Le contrôle peut durer 8-9 mois, par exemple. Il y a des échanges incessants, je dirais, entre le cotisant et les inspecteurs. Il peut y avoir jusqu'à, je ne sais pas moi, une centaine de mails d'échanges sur où j'en suis, quels sont les documents manquants, le cotisant qui répond pour je dirais, fournir des éléments ou des précisions. Donc là, c'est l'exemple, je dirais, extrême d'une très grande entreprise, mais ça montre bien que s'il n'y a pas ce moment d'échange pendant le contrôle, je dirais, ça biaise quand même, je dirais, le contrôle et votre capacité à répondre à l'inspecteur. Voilà. Il est préférable, je dirais, d'éteindre l'incendie avant que ça se déclenche plutôt que de s'engager ensuite dans des péripéties de contentieux judiciaires et qui sont à la fois coûteuses en temps et puis énergivores également, parce qu'à côté, vous avez forcément du développement, une activité à gérer. Oui, et qu'il est d'autant plus difficile de récupérer un contentieux qui a été un peu biaisé par, par le comportement du dirigeant lors des opérations de contrôle. Et c'est difficile pour un cabinet d'avocats ensuite de venir récupérer et d'essayer de réinstaurer un dialogue qui n'a plus lieu, alors que, je le redis, et ne pensez pas que je travaille pour l'URSSAF, pas du tout, hein, je travaille pour mon cabinet. Il est possible d'avoir un dialogue avec l'URSSAF. C'est même, j'ai toujours eu ces possibilités de rentrer en contact, alors que ce soit avec les inspecteurs de contentieux ou avec les inspecteurs du recouvrement qui fait les opérations de contrôle. On n'a aucune difficulté pour discuter éventuellement et échanger. Alors, maître également, je voulais apporter une précision. Alors, quand on redresse, quand on parle de redressement ou plutôt même de régularisation, sachez que sur 100 € régularisés, il y a 85 € qui, en moyenne, est un redressement, je dirais, débiteur, c'est-à-dire l'entreprise doit cet argent, et 15 € qui est restitué à l'entreprise. Donc, on fait également des crédits. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut observer des situations où l'entreprise va surcotiser ou payer en trop en fait des cotisations sur des assiettes particulières. Et là, l'inspecteur est chargé également de faire le calcul du crédit en question, qui va venir effectivement minorer le montant des redressements envisagés. Et Ouais. d'autre part, parfois, on peut observer, on peut voir des lettres d'observation qui contiennent des observations pour l'avenir. Ce sont des motifs de redressement en fait où il y a une anomalie sur un point en particulier. Et compte tenu du montant modique de la somme ou encore de la situation de fait, l'inspecteur estime qu'il est envisageable plutôt de faire une observation pour l'avenir sans conséquences financières. En revanche, cette observation pour l'avenir est engageante pour le contrôle suivant, puisque l'entreprise devra se mettre en conformité pour que lors du prochain contrôle, on ne retrouve plus cette anomalie. Puisque effectivement, j'en viens à la majoration pour récidive. Je contrôle une entreprise, je redresse par exemple un chef de redressement en particulier. Le contrôle suivant, j'observe que cette anomalie est réitérée de nouveau, que l'entreprise n'a pas mis en conformité sa pratique. Le redressement est réalisé de nouveau et il est majoré de 10% pour non mise en conformité. Réitération je dirais, de l'anomalie. Et est-ce que aussi, alors on nous pose au cabinet de plus en plus la question, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur le principe maintenant qui, je crois, existe depuis 4 ou 5 ans, de la transaction? Oui, alors la transaction, c'est une pratique qui, maître, est assez rare, je vous l'avoue, parce qu'on est en nombre, c'est un nombre très réduit. Alors les transactions, en règle générale, ou conciliation judiciaire aussi, on peut aller même jusqu'à la conciliation judiciaire, elle s'opère parfois entre la décision qui est rendue par la CRA et la saisine du pôle du tribunal judiciaire. C'est un moment, je dirais, alors c'est à l'initiative enfin c'est le directeur qui signe effectivement les transactions. C'est une voie qui est ouverte, mais qui est peu explorée en règle générale dans le réseau des URSSAF. Mais il peut arriver
quand les contentieux sont relativement longs, multiples, puisqu'il y a parfois des contentieux qui traitent de 2-3 contrôles successifs. Là, on est plus sur des sujets, plutôt sur des grandes entreprises. Il peut y avoir effectivement des conciliations judiciaires qui met fin, on va dire, à des contentieux longs et coûteux et qui permettent à chaque partie de trouver, je dirais, un terrain d'entente pour résoudre le litige. On est d'accord que le principe de la transaction est exclu à partir du moment où on est sur du travail dissimulé. Absolument, absolument. Nos collègues des impôts pratiquent beaucoup la transaction. C'est vraiment une pratique qui est plutôt, je dirais, fréquente dans le cadre des opérations par rapport aux fiscaux. En revanche, dès lors qu'il y a travail dissimulé, clairement, il n'y a pas de transaction. On ne transige pas sur du travail dissimulé. Là, on n'aborde pas ce point-là dans cette webconférence, mais je fais quand même une petite parenthèse par rapport effectivement aux opérations en matière de travail dissimulé. Tous les inspecteurs, et je dirais même tous les agents de l'URSSAF, au-delà des contrôleurs, des inspecteurs, sont partie prenante sur la détection et la transmission de signaux en matière de travail dissimulé. Il y a des opérations qui se font sur le terrain, il y a des opérations qui se font, je dirais, sur la base de croisement de fichiers. Le travail dissimulé est l'affaire de tous. Et c'est la nouvelle orientation en matière de convention d'objectifs et de gestion pour 2023-2027. Au point où, effectivement, les inspecteurs classiques qui font du contrôle comptable d'assiette et les contrôleurs sur pièce identifient des situations de fraude en matière notamment de micro-entrepreneurs, effectivement, qui viennent minorer fortement leurs assiettes ou pas du tout déclarer. Donc là, c'est vraiment une traque au quotidien concernant ce volet. Alors, micro-entrepreneurs jusqu'à, je dirais, structures organisées pour l'évasion en matière d'assiette. Ça peut être des structures de taille très importante également. Ensuite, mettre pour j'allais dire une fois que le contradictoire effectivement est passé, donc l'inspecteur reçoit les observations du cotisant, il répond de façon motivée, point par point, et ensuite il procède au rechiffrage ou au maintien des régularisations et il dépose ce qu'on appelle le rapport de contrôle. Voilà. C'est ça, le dit rapport de contrôle qui va après donner lieu à l'envoi de la célèbre mise en demeure qui ne fait plaisir à personne et qui là ouvre le jeu alors d'une étape qui ne fait pas partie à proprement parler de ce webinaire, mais qui va donner lieu après soit à la contestation de la mise en demeure et donc in fine du contrôle et de la lettre d'observation en saisissant la commission de recours amiable, ou alors vous pouvez aussi avoir quelqu'un qui reconnaît qu'il doit cette somme et qui va procéder au règlement. On a quand même, dans 80% des cas en ce qui concerne nous, notre cabinet, on est sur des saisines de commission de recours amiable. Et voilà. C'est par la suite le jeu judiciaire qui commence. Alors, sur les décisions des commissions de recours amiable, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a quand même eu la période du Covid qui est passée par là. Donc, comme j'invite bien souvent les clients du cabinet, soyez patients. La commission de recours amiable a eu à gérer un petit retard lié au Covid. Il y a beaucoup de dossiers, donc parfois vous n'avez pas la réponse dans le délai imparti, dans les 2 mois, mais très souvent, en ce qui concerne la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA, on a quand même les décisions. Je ne dirais pas les mêmes choses d'autres organismes, mais en ce qui concerne l'URSSAF PACA, on a quand même les décisions qui interviennent 2, 3, allez, 4 mois maximum. Absolument. Alors, les entreprises concernées, bon, là, un focus, donc on contrôle tous les entreprises, secteur privé, secteur public, du travailleur indépendant jusqu'à la très grande entreprise, en passant par les collectivités territoriales, ça peut être des mairies, ça peut être le conseil départemental, voilà. Je dirais, toutes les cibles sont visées, à la fois de façon ciblée, avec des logiciels experts et également
de façon aléatoire, et après on compare effectivement les deux sujets, à la fois ce qui est ciblé et ce qui est aléatoire. En règle générale, quand on cible effectivement, c'est plutôt sur des secteurs à risque, BTP, hôtel, café, restaurant, sécurité, gardiennage. Voilà, il y a des secteurs un peu traditionnels à risque, mais tous les segments sont visés. Les bonnes pratiques, alors on a pu les évoquer, hein, bien entendu, durant cette webconférence. Donc la mise à disposition d'un ensemble d'éléments, documents sociaux. Donc là, on parle de déclaration sociale, les bulletins de salaire, tout type de contrats, les contrats de travail, les accords collectifs d'entreprise, tout ce qui est prévoyance mutuelle, contrat de retraite supplémentaire, les accords d'intéressement, de participation, quand l'entreprise effectivement répond à cette définition. Je dirais les états comptables, hein, les grands livres généraux, balance, compte de résultats. De là vient l'étape où l'inspecteur va sélectionner des écritures et va demander des factures, des pièces comptables à l'appui des enregistrements et tous les aspects un peu juridiques, hein, CABIS, PV d'AG, etc. Voilà. Ça, je dirais, c'est les 3 pôles que l'on vérifie. Les inspecteurs ont parfois des appétences, hein. Certains sont plutôt profil comptable, d'autres sont plutôt profil paye, d'autres sont plutôt profil juridique, voilà, et d'autres sont un peu touche à tout en réalité. Il y a un gros effort de formation qui est fait en formation initiale et en formation continue pour maintenir, je dirais, l'expertise, puisque, comme vous le savez, les textes ne cessent d'évoluer constamment et il y a une nécessité de former en fait nos inspecteurs voilà, sur la législation qui est mouvante. J'indiquais de contacter le contrôleur ou l'inspecteur si besoin, si jamais il y a un doute sur certains documents. Alors, il est préconisé également d'identifier les sujets à risque en amont avec votre cabinet d'expertise comptable ou le tiers qui vous accompagne sur des sujets qui reviennent quand même assez régulièrement, comme la réduction générale, c'est ce qu'on appelait la réduction Fillon auparavant, les contrats aidés, tout ce qui est exonération de charges. Également les avantages en nature, véhicules, logements, produits de l'entreprise, hein, c'est des points qui sont visés particulièrement dans le cadre des contrôles comptables d'assiette. Les frais professionnels, en règle générale, l'entreprise a une politique en matière de frais professionnels qui est je dirais, diffusée à l'ensemble de son public, je dirais, de ses salariés. Donc, c'est un point également à regarder de près. Et puis, tous les contrats qu'on vient d'évoquer. Alors, Monsieur Biba, on a une question là au cours du webinaire, question d'un internaute qui est très intéressante en fait, puisqu'elle répond à pas mal de problématiques qu'on rencontre au cabinet et que vous devez aussi rencontrer à l'URSSAF. Serait-il, je lis cette question, envisageable d'avoir un autre mode de communication de la décision que la fameuse mise en demeure difficilement compréhensible pour le cotisant? Alors, pourquoi est-ce que c'est une très bonne question? Parce que c'est une problématique que nous rencontrons très souvent dans le cabinet. Et comme j'ai l'habitude de dire à nos clients, oui, la mise en demeure dans l'absolu peut vous paraître difficilement compréhensible si vous la prenez en tant que telle comme un document isolé. Mais prenez cette même mise en demeure et mettez-la en corrélation avec la lettre d'observation et avec la réponse aux observations que vous a fait l'inspecteur. Et vous verrez que tout d'un coup, vous avez une compréhension un peu plus précise de ce que représente cette mise en demeure. Après, si elle est difficilement compréhensible, là encore, vous avez la possibilité de demander à l'URSSAF de préciser éventuellement les éléments de cette mise en demeure, ou, comme on l'a dit, vous avez aussi la possibilité de venir voir un cabinet d'avocats qui vous expliquera éventuellement ce qu'il en est, sachant que la mise en demeure, alors, sauf à ce que M. Biba ou M. Isidore nous disent qu'il y aurait une grande réforme d'ampleur qui serait envisagée, mais j'ai la douleur de dire à notre internaute que ce mode de communication ne changera pas pour le moment, puisque tout est fondé, même j'ai envie de dire, toute l'architecture juridique est formée sur cette mise en demeure, mais qui, je le répète, est quand même assez compréhensible. Effectivement, maître, je vous rejoins. La mise en demeure, nous, c'est vraiment un acte juridique essentiel, hein. C'est ce qui va venir bâtir la créance, hein, et puis
et qui va faire foi jusqu'à preuve du contraire. La mise en demeure, en principe, effectivement, elle peut être difficilement compréhensible quand on n'a pas l'habitude de les voir, mais en règle générale, effectivement, quand on les rapproche des deux documents, c'est-à-dire la lettre d'observation et la réponse aux observations du cotisant, on retrouve les assiettes, les montants. Cette mise en demeure comporte également les majorations de retard, puisqu'on régularise une situation, ce n'est pas une sanction en réalité, hein. C'est-à-dire qu'on on appelle des cotisations qui auraient dû être payées, et derrière, on recalcule également des majorations de retard qui représentent le coût de l'argent, en fait, les intérêts. Voilà. Mais en définitive, là, il n'y a pas de modification envisagée sur le sujet de la mise en demeure, qui est un document en fait, qui est sécurisé juridiquement par nos services pour répondre parfaitement, je dirais, aux attendus en termes de contentieux et qui contient, on va dire, tous les éléments obligatoires pour ce qui concerne la mise en demeure. Qui effectivement qui est aussi pour nous, professionnels du droit, une source incroyable de contestation. Mais voilà, mais sur ce point, je n'irai pas plus loin, puisque là, par contre, c'est vraiment des secrets qui sont gardés au sein notamment de notre cabinet. Voilà, les 3 points suivants, on les a évoqués, hein, voilà, être présent lors de la première visite ou à défaut se faire représenter, une personne aux ressources qui centralise, je dirais, les demandes et répond également, et prévoir des points réguliers tout au long du contrôle lorsque ce dernier dure plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Voilà, alors pour avoir assisté à de nombreux webinaires, là, on a quand même du monde là, qui pose des questions. Alors, notamment sur cet internaute sur la mise en demeure qui nous dit que compréhensible, non pas dans le sens où on ne comprend pas son contenu, mais dans la violence du terme. Il n'y a pas de prélude à la mise en demeure, une notification par exemple. Si il y a une notification, c'est la lettre d'observation. La mise en demeure n'est que le terme juridique général qui est donné à tous ces actes, même dans la vie civile, quand vous avez un problème avec votre voisin ou un problème avec quelqu'un, vous lui adressez une mise en demeure. Alors, je ne pense pas que l'URSSAF ait voulu être violente, mais elle reprend simplement un terme juridique qui est lambda. Mais je le redis à cet internaute, compréhensible, dans le sens que c'est la notification préalable et dans la lettre d'observation. Et comme on disait tout à l'heure lors de ce webinaire, lettre d'observation qui ouvre une période contradictoire, donc de dialogue. Il n'y a aucune violence dans l'envoi d'une mise en demeure. Le 4e point, alors il y avait un point qui concerne les risques encourus hors travail dissimulé, hein, bien entendu. Donc, ce que je disais, donc redressement débiteur, voire créditeur aussi, hein, c'est un risque qui est plutôt favorable, je dirais. Les majorations de retard, hein, qui s'élèvent effectivement à 5% des contributions et cotisations dues à l'URSSAF, et les majorations de retard complémentaires, hein, qui sont calculées sur la base de 0,20% par mois de retard. Il y a aussi, je voudrais introduire, et la majoration pour réitération de 10% que j'ai évoqué tout à l'heure. Je voudrais introduire également le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, lorsqu'il n'y a pas de mauvaise foi, lorsque c'est une erreur, je dirais, manifestement involontaire de la part de l'entreprise, et lorsque la lettre d'observation a un redressement inférieur à l'équivalent d'un plafond annuel de sécurité sociale, les majorations ne sont pas recouvrées, voilà, ne sont pas engagées. Voilà, sur les principaux points, alors on pourrait rester, je dirais, des heures à échanger effectivement sur les différents points relatifs au contrôle URSSAF. Maître, s'il y a, je ne sais pas comment vous voulez boucler cette webconférence, il peut y avoir peut-être, on peut toujours répondre à des questions qui se présentent à nous. On peut répondre à des questions. Alors simplement, moi je voudrais quand même saluer d'une part l'UPV qui est à l'origine de ce webinaire. Webinaire qui est aussi la démonstration, étant un professionnel du droit très souvent opposé à l'URSSAF, que l'on peut tout de même avoir un dialogue,
que ça se passe très très bien, qu'il n'y a rien de fermé et que il n'y a aucun souci vraiment à pouvoir discuter lors d'un contrôle URSSAF. Je le martèle vraiment à tous les clients. Tout est une question de dialogue. Il faut dialoguer. Il peut y avoir des incompréhensions. Il peut y avoir parfois des demandes qui peuvent paraître, nous, à nos clients, grotesques, notamment quand on a un inspecteur qui demande à ce qu'il soit justifié de tous les frais de déplacement. Mais moi, comme je le dis, soit vous avez joué, et dans ce cas-là, attendez-vous à un redressement, soit vous n'avez pas joué, vous avez les justificatifs, fournissez-les. Voilà, fournissez-les. L'URSSAF n'est pas là pour, entre guillemets, faire du redressement à tout crin. Comme vous le disiez, il y a quasiment 15% qui est redonné sous forme créditrice. Donc voilà, il n'y a pas de jeu. On est dans un système qui est aujourd'hui déclaratif et il est tout à fait normal que de temps en temps, il y ait un contrôle de la part de l'URSSAF, sachant que là encore, même pour rebondir sur les propos de l'internaute, il n'y a rien, lors d'un contrôle, il n'y a rien de violent. Voilà, on vient contrôler vos déclarations. Et dans 80%, 90%, allez, j'irai même un peu plus loin, 95% des cas, ça se passe très bien. Simplement, et c'est souvent un point quand on a des clients parfois qui sont un peu énervés quand un contrôle se passe mal, simplement, je rappellerai que constitue un outrage puni de 7 500 € d'amende les paroles, gestes ou menaces, écrits ou images de toute nature non rendues publiques ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public. Un inspecteur URSSAF est chargé d'une mission de service public, donc l'outrage, c'est 7 500 € d'amende, et que les crimes et délits, notamment alors la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférés à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public et d'un inspecteur, là c'est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Voilà, je pense que c'était important de le préciser et de le rappeler, puisque je crois que l'URSSAF, quand même, parfois, a des problématiques à ce niveau-là et n'hésite pas à aller et à saisir les procureurs de la République quand ils ont des difficultés lors d'opérations de contrôle. Merci Maître, on va conclure ce webinaire puisqu'il n'y a plus de questions. Peut-être le mot de la conclusion, ça sera l'importance du dialogue, hein, puisque c'est ce qui ressort de vos interventions respectives. Je vous remercie en tout cas pour vos interventions, pour leur clarté et leur précision. Vous pourrez retrouver en replay ce webinaire, puisqu'il est accessible, vous recevrez tous le lien pour pouvoir y accéder. Et l'UPV vous donne rendez-vous pour la prochaine webconférence le 17 octobre prochain pour un tout autre sujet, puisque nous aborderons la gestion de l'inaptitude. Je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Merci, bonne journée à tous et à toutes. Merci.